Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le ministre britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth a effectué hier une visite dans notre pays. Il a été reçu par le président de la République par intérim et le Premier ministre. William Hague a déclaré que le Royaume-Uni restera un bon ami du Mali. Au cours de son séjour, le ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne a visité le centre culturel Thomas à Torokorobougou, une visite qui lui a permis de s'imprégner de la diversité culturelle du Mali. Mohamed Diarra était de la visite. La crise sociopolitique qui a secoué le Mali a fragilisé l'activité économique. Aucun secteur n'a été épargné. Le secteur de l'artisanat est tombé dans la morosité. Il suffit de faire un tour au centre culturel Thomas pour s'en rendre compte. Ce fut le cas pour le ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne qui est venu encourager les promoteurs du centre et leur apporter le soutien de son pays. Une visite qui vient au bon moment. Nous sommes des hommes de culture et cette culture nous permet de nous connaître entre nous, de se frotter ensemble, parce que le centre culturel est un centre qui œuvre pour la promotion des cultures et des communautés. Cette visite est un grand honneur et un réel plaisir pour les différents membres de la coopérative Thomas. L'hôte du jour, accompagné du ministre de l'Artisanat et du Tourisme, a eu droit à une visite guidée du centre. Le ministre britannique a pu se faire une idée de la richesse de la culture tamasek. Une visite qui augure des lendemains meilleurs pour le secteur au Mali. C'est un réconfort pour le secteur de l'artisanat, surtout dans cette période extrêmement difficile, où surtout cette forme d'artisanat qui est tributaire du tourisme. Et je crois que c'est un très très grand réconfort et nous espérons que la visite de son Excellence, le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, permettra aussi de faire revenir beaucoup de gens ici. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme a remis un cadeau à son hôte. Un cadeau symbolique avec comme motif les dunes de sable, elles qui constituent la clé du désert. Le groupe Amanab de Kidal a exhibé une autre facette de la culture du Nord. Le visiteur, très impressionné, n'a pas voulu s'exprimer comme pour dire que l'exact faut mieux parler que les mots. Une délégation de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, conduite par son coprésident Louis Michel, entame une visite de 3 jours au Mali. Les députés doivent notamment avoir une séance de travail avec leurs homologues maliens sur l'évolution de la situation. Les parlementaires entendent rencontrer aussi les plus hautes autorités du pays pour réitérer leur soutien au peuple malien. Ibrahima Traoré nous en dit plus. Le Parlement européen est déterminé à soutenir le Mali dans son combat pour la paix. Les députés européens sont mobilisés depuis le début de la crise pour convaincre davantage la communauté internationale à défendre l'intégrité territoriale du pays. Les parlementaires arrivent à Bamako pour réitérer cet engagement aux autorités maliennes. Nous aurions dû probablement soutenir le Mali plus tôt, au moment de l'intervention libyenne. C'est incroyable qu'on ait laissé se propager les rebelles, les armes, etc., sans déjà faire quelque chose. Nos efforts sont des efforts de soutien, de solidarité. Il faudrait néanmoins que ça n'en reste pas à des déclarations du Parlement. Il faudrait que la voix du Parlement soit entendue par nos gouvernements, par nos exécutifs. Au cours de leur visite au Mali, les députés européens entendent mettre l'accent sur le soutien au processus politique en cours qui doit aboutir à des élections crédibles. Les parlementaires se réjouissent d'ores et déjà des efforts menés par les autorités de la transition pour l'atteinte des objectifs recherchés. Beaucoup d'optimisme, une détermination sans faille pour conduire le pays à des élections qui vont rendre la légitimité à la démocratie et à l'ordre constitutionnel, avec un timing qui semble tenable, avec une volonté d'avoir un fichier électoral qui soit indiscuté, avec de bonnes conditions d'élection, avec la sécurisation de ces élections. Je pense que le Mali maintenant est sur la bonne voie, mais bien entendu aussi une très grande attention qui est portée au dialogue politique entre toutes les forces représentatives non terroristes du pays, c'est-à-dire toutes les forces qui souhaitent s'inscrire dans une véritable dynamique fondée sur les valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Les parlementaires européens estiment que la gestion de la crise malienne doit rester une priorité. Ils doivent notamment avoir une séance de travail avec leurs homologues maliens avant de rencontrer les regroupements politiques, la société civile et les déplacés. Il est prévu aussi une rencontre avec le président de la République par intérim et le Premier ministre. Je vous signale que la délégation de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE est déjà arrivée à Bamako ce matin.
Vous le savez, les Bamakois ont passé hier lundi une grande partie de la nuit et aussi de la journée sans électricité. Notre équipe de reportage s'est rendue ce matin à l'EDMSA pour connaître les raisons. Et selon les informations recueillies, la panne serait due à un incendie de brousse. À 40 km de Bamako, des branches de manguier ont touché une câble de haute tension. Un accident qui relance donc le problème de l'occupation des emprises des lignes de transport de l'électricité. Les explications du conseil à la communication d'EDMSA, Tchona Mathiokone, au micro de Ndei Sissoko. Plus de la moitié, près de 50% de la clientèle, et la clientèle également de Kita et de Kai, nos sincères excuses. Alors, cet incident a été causé par ce que nous appelons dans le jargon technique un amorçage, c'est-à-dire un corps étranger qui a touché la ligne haute tension, les lignes haute tension qui alimentent Bamako en venant du barrage de Manantali. Pour tout expliquer, l'incident s'est passé dans le village de Kwadjara, c'est derrière Djo, sur le chemin de fer, donc à une quarantaine de kilomètres de Bamako, et aux environs de 15h moins, nous avons senti un départ de toute l'électricité. On est arrivé dans ce village de Kwadjara où on a vu que c'était une végétation haute, c'est-à-dire des manguiers, 2 manguiers, dont des branches ont touché la ligne haute tension. Et comme c'est du grand feu, l'électricité, c'est un haut voltage, eh bien, les manguiers ont pris feu automatiquement. Il y a eu donc un feu de brousse et cela a nui aux installations. Alors, nos techniciens se sont affairés pour une réparation. Je pense que le réseau a été rétabli aux environs de 23h30 pour tout le monde, mais ce fut très long et très dur. Pensons que la situation est sous contrôle. Mais ceci dit, en ces temps, nous avons toujours des dysfonctionnements. Et justement, ces dysfonctionnements, Ndei nous en parlera plus en détail dans nos prochaines éditions. Les projets financés par le Fonds CEDEAO Espagne pour la migration et le développement ont été lancés hier. La cérémonie était présidée par le ministre des Maliens de l'Extérieur, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne et le représentant du président de la commission de la CEDEAO, Mahamadou Doumbia, nous en parle. S'il y a un problème préoccupant en Afrique de l'Ouest, c'est bien la migration irrégulière qui fait malheureusement de nombreuses victimes désireuses d'avoir une vie meilleure en Espagne ou ailleurs en Europe. Et c'est pour cela qu'il faut toujours réaffirmer l'importance de cette coopération entre les pays d'origine des flux migratoires et les pays de destination. Ce sont des vraies tragédies. Et c'est un dossier que moi qui m'a vraiment touché lorsque je me chargeais de la migration entre l'Afrique et l'Europe et l'Afrique et l'Espagne, de voir les tragédies des gens qui essayaient d'arriver chez nous et qui n'arrivaient pas à le faire. En lançant des projets de financement à CEDEAO Espagne pour le Mali jusqu'à hauteur de plus de 176 millions de francs CFA, dont 17 millions offerts par le budget du Mali, c'est une alternative heureuse qui s'enclenche pour freiner ou limiter la migration irrégulière. C'est le meilleur souhait que nous puissions formuler pour le Mali, qui, un an durant, a traversé une crise multidimensionnelle et qui, par la grâce de Dieu, est en train de voir le bout du tunnel, comme on dit, et qu'il faudra bien se pencher sur la phase post-conflit. À travers ces programmes 2013-2014, les principales activités se focaliseront sur la sensibilisation autour des risques de la migration irrégulière, le renforcement des capacités des institutions dans le domaine de la gestion de la migration et du développement. La lutte contre le trafic des personnes comme impératif moral et humanitaire. La mise en cohérence des politiques. La protection des droits des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et enfin, la prise en compte de la dimension genre dans les politiques de migration. J'ai pu vous assurer que le gouvernement du Mali, à travers mon département,
à intégrer tous ces principes communautaires en matière de migration dans sa politique nationale migratoire qui entrera très bientôt dans sa phase d'adoption. Le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne qui vient de regagner notre pays se dit prêt à aider le Mali, surtout à encourager la migration régulière. Écho de nos régions avec cette visite du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales à l'Académie d'enseignement de Douanza dans la région de Mopti. Il a fait le tour de plusieurs établissements scolaires, des centres d'animation pédagogique de Koro, Bankas, Bandiagara et Sanga de Mopti. Le reportage de Yacouba Mega. C'est l'Institut de formation des maîtres de Koro qui a été le premier établissement scolaire de l'Académie d'enseignement de Douanza à accueillir le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales. Ensuite, direction le lycée Abiré Gourou et le groupe scolaire Djougoudié Dolo avant de rencontrer les acteurs et partenaires locaux de l'école. Partout, le message du ministre est on ne peut plus clair. Nous devons nous donner les moyens à travers les enseignants d'expliquer à l'ensemble de la population et de ne pas nous engager dans les amalgames. L'autre volet qui me semble aussi important, c'est l'implication des enseignants dans la deuxième mission du gouvernement, c'est-à-dire réussir des élections transparentes, des élections propres. C'est avec la même démarche et le même message que le chef du département de l'éducation a débarqué dans la cité d'hospitalité du Seno Bankas. Ici, la visite a concerné le lycée public de Bankas, le complexe scolaire Joseph Yarou, le jardin d'enfants et l'institut de formation professionnelle. Même exercice dans les centres d'animation pédagogique de Bandiagara et de Sanga, notamment à l'école technique professionnelle de Bandiagara, au groupe scolaire Mamadou Tolo, au lycée de Bandiagara, ainsi qu'à la plus vieille école de Sanga créée il y a 103 ans. Le tout assorti d'échanges fructueux avec les acteurs locaux de l'école. L'école a pu continuer malgré ces difficultés et même elle a été performante parce que les résultats de l'année scolaire passée ont été extrêmement importants. Au sortir de ce périple dans l'Académie d'enseignement de Douanza, le constat est que les élèves et les enseignants ont sans nul doute calmé leurs ardeurs de grèves intempestives et de revendications syndicales. Cependant, leur environnement manifeste le besoin d'infrastructures, de formation, de matériel didactique, d'équipement, entre autres. Hors de chez nous, le Salon de l'agriculture de Paris 2013 qui a enregistré cette année plus de visiteurs que l'année passée. Les participants maliens quittent ainsi Paris avec beaucoup de satisfaction. Le bilan de cette 8e participation malienne avec Makamfin Konati. Une délégation très modeste mais des résultats très satisfaisants. Les producteurs maliens ont montré l'image d'un pays qui reste debout malgré les difficultés. Le salon a été une opportunité pour nous vraiment de rencontrer nos partenaires avec ceux dont nous avons l'habitude de travailler dans le secteur du coton, dans le secteur des fruits et légumes. Et puis ça a été aussi une occasion pour vraiment marquer la présence malienne à ce salon, vraiment pour dire que nos partenaires, surtout nos amis de la France, qui sachent qu'en dépit des difficultés que nous avons au Mali, nous avons vraiment tenu à être là. Beaucoup de conventions de partenariat, plusieurs dizaines de contrats signés. De quoi booster le secteur de la production et de la commercialisation des produits agricoles maliens. Et tous les produits qu'on avait amenés comme produits du Mali, je pense que tous les produits sont finis aujourd'hui. Et on a visité beaucoup de choses qui sera très très important au retour pour les Maliens. On a profité de faire les grands débats et les grandes rencontres avec les partenaires que le Mali va profiter de ces résultats. Donc on a même signé des conventions, jusqu'à 30 conventions qui, au retour, qu'on doit faire ces travaux au Mali. On a signé avec un partenaire sur le jardin. Et qu'un hectare de jardin peut produire jusqu'à 70 à 80 tonnes. Et en avril, ce contrat va honorer. La confiture de mangue, le beurre de karité et les jus de fruits maliens ont été raflés par les visiteurs. Actualité africaine, triste anniversaire hier à Brazzaville. Il y a juste un an, 5 explosions
avait retenti dans la ville dans un dépôt d'armes en Pila. Le bilan officiel fait état de plus de 200 morts. Brazzaville a accueilli une cérémonie de recueillement en présence du président Denis Sassou Nguesso. Dernière inspection pour le colonel Oyobe. Dans quelques jours, tous les sites touchés par les explosions seront nettoyés et libres d'accès. Il a fallu 1 an à des spécialistes du déminage pour récupérer les obus, les grenades et les cartouches à travers Brazzaville. Les impacts se sont étalés jusqu'à 3 km de l'épicentre. Nous avons commencé à traiter de l'extérieur vers l'intérieur. Le 4 mars 2012, 3 dépôts de munitions explosent et détruisent ce site militaire. Un peu plus loin, dans le quartier tout proche de Mpila, les maisons sont toujours éventrées. Le jour de l'explosion a marqué les Congolais. 300 morts, plus de 3000 blessés, 20 000 sinistrés se retrouvent sans toit. 1 an après le drame, les habitants traumatisés veulent revenir, toujours attachés à leur quartier. Je veux qu'on puisse nous reconstruire le quartier afin que nous puissions revenir pour habiter ici. Notre maison, c'est vraiment totalement par terre. Il n'y a même pas un endroit où on peut arranger. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons dans des tentes. Dans l'urgence, des camps de tentes sont montés comme celui-ci. Les autorités fournissent l'eau et scolarisent les enfants. Depuis, 1000 personnes vivent toujours là. Pour Itona, fonctionnaire, cette situation n'a que trop duré. Les pluies, les chaleurs, la promiscuité rendent le quotidien difficile. On a perdu notre environnement habituel. Parce qu'après le boulot, vous revenez, vous êtes à la maison. Et vous vaquez à vos occupations aisément. Or, ici, nous sommes comme écartelés. À chaque famille sinistrée, les autorités ont versé une indemnité de 3 millions de francs CFA. Certaines se sont vues proposer une maison dans ce quartier en construction en dehors de Brazzaville. Surtout, l'État s'engage aujourd'hui à reconstruire et réaménager le quartier de Mpila. Il y a des domaines qui appartiennent à l'État. Sur ces domaines, nous faisons ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire des logements sociaux, un complexe scolaire devant recevoir 8000 élèves. Ce qui ne nous appartient pas, nous négocions, nous discutons avec les propriétaires. L'idéal serait que ça soit dans un quartier totalement refait. Objectif, redonner vie au quartier de Mpila d'ici à 3 ans. Un défi immense et le gouvernement se s'est attendu sur cette question du relogement de milliers de sinistrés. Je vous propose à présent l'actualité africaine en bref et en images. L'émotion est grande dans le quartier de la Médina, à Dakar. 9 enfants y ont péri et un autre blessé la nuit dernière dans un incendie d'une école coranique. Une quarantaine d'enfants, communément appelés talibés, s'étaient entassés dans une chambre lorsque le feu, dont l'origine reste inconnue, s'est déclaré vers 23 heures. Ce drame repose la question cruciale des écoles coraniques au Sénégal, des établissements souvent clandestins qui accueillent des milliers d'enfants dans des conditions précaires. 12 personnes, dont 6 policiers, ont été tués la nuit dernière dans des attaques séparées contre les forces de l'ordre dans la ville portuaire kenyane de Mombasa. Le chef de la police soupçonne des militants d'un mouvement sécessionniste régional, le Conseil républicain de Mombasa, d'être à l'origine de ces violences. Ces attaques ne paraissaient pas perturber gravement le processus électoral sur la côte kenyane. 400 policiers ont été envoyés en renfort dans la région. Le parquet de Paris a requis le renvoi aux assises de Pascal Simbikangwa, un ex-capitaine de l'armée rwandaise, pour complicité de génocide perpétré au Rwanda en 1994. Arrêté à Mayotte en 2008, il avait été mis en examen avant d'être transféré dans un centre de détention de la métropole. Il reviendra au juge d'instruction du pôle crime contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris de suivre ou non ces réquisitions et de mettre éventuellement en accusation cet ancien officier, aujourd'hui âgé de 53 ans. Retour à l'actualité nationale avec la chronique santé qui s'intéresse au diabète. L'OMS estime aujourd'hui à 246 millions de diabétiques à travers le monde. Cette maladie, très souvent appelée maladie du sucre, est mal connue sous certains de ses aspects. Le diabète se trouve entouré de préjugés qui ne sont pas de nature à faciliter le travail du personnel soignant. Tchessira Dambélé nous donne plus de détails. Le
diabète est une maladie résultant du fait que l'organisme ne produit pas ou produit peu d'insuline nécessaire à la digestion du sucre apporté par l'alimentation. Il ne s'agit pas du sucre d'usine que nous consommons tous les jours, mais de celui que toute alimentation contient. Selon une étude réalisée en 2010 et n'ayant pas concerné la région de Kidal, la prévalence du diabète se situe entre 4 et 5% au Mali. Une pathologie entourée de préjugés. Selon le premier, le diabète serait lié à l'excès de consommation du sucre industriel. C'est seulement le métabolisme de sucre apporté par l'alimentation qui ne se fait pas convenablement qui entraîne le diabète. Ça amène à parler des autres causes qui sont, par exemple, l'âge. L'âge avancé peut être une cause de survenue du diabète. Il y a l'hérédité qui peut être cause de survenue du diabète. Il y a les changements de mode de vie, par exemple la sédentarisation. Maintenant, les gens sont de plus en plus sédentaires, soit derrière la télé, derrière les écrans d'ordinateur, dans les véhicules. Les gens sont beaucoup plus sédentaires. Maintenant, ils ne font pas d'exercice physique, ils ne font pas de sport. Ça peut entraîner une perturbation du métabolisme du sucre au niveau de l'organisme. Et il y a l'obésité aussi qui peut entrer en ligne de compte. La prise excessive de poids peut amener le diabète. Dans tous les cas, le pancréas est incriminé. Soit l'insuline que le pancréas produit n'est pas suffisamment utilisée par l'organisme, soit l'insuline n'est même pas produite par le pancréas. Cela amène à classer le diabète en type insulinodépendant où le patient doit lui-même apporter de l'insuline et en type où la maladie de l'insuline par l'organisme. Deuxième grand préjugé, c'est quand on estime qu'on est à l'abri de la maladie parce qu'on n'a pas de parents diabétiques. C'est la méconnaissance du métabolisme de l'organisme et c'est la méconnaissance de l'origine du diabète qui pousse à dire que mon père n'est pas diabétique, ma maman n'est pas diabétique et pourquoi moi je serais diabétique. Ça étonne souvent quand nous faisons le diagnostic du diabète chez certains. Ils disent « Ah, docteur, c'est vous qui m'avez fait diabétique, sinon moi je ne suis pas diabétique parce que je ne l'ai pas connu. Mon père n'est pas diabétique, ma maman n'est pas diabétique, même mon grand-père. » Ça, c'est des considérations erronées parce que le diabète peut être déclaré chez le fils alors que le père est dans certaines conditions qui ne sont pas favorables à la déclaration du diabète, à la survenue du diabète. Le diabète peut survenir chez l'enfant alors que la maman n'est pas dans des conditions de survenue du diabète. La maman peut faire ses exercices physiques et la maman peut être dans certaines conditions qui ne favorisent pas la survenue immédiate du diabète, alors qu'elle peut avoir des gènes du diabète qu'elle transmet à son enfant et l'enfant fait le diabète alors la maman ne l'a pas. Troisième préjugé, c'est de croire qu'on peut traiter définitivement un diabète diagnostiqué. Les gens pensent toujours que l'on peut guérir de son diabète complètement. Non, non, non. On peut stabiliser le diabète et mener sa vie normalement comme les autres le font. Il suffit seulement de changer de mode de vie et ne pas être sédentaire, faire de l'exercice physique et considérer qu'on est diabétique et ne pas tomber dans les interdits. Sinon, dire que je guéris complètement de diabète une fois scientifiquement établi, non, non, non. C'est là qu'il convient de faire la différence entre le diabète et une hyperglycémie passagère, comme après un repas copieux, mal digéré ou chez une femme enceinte. En tout cas, l'expression que les spécialistes préfèrent, c'est vivre avec son diabète. Cela suppose des exercices physiques, un régime alimentaire et un suivi médical régulier. Je vous retrouve demain à 10h, mais avant, le plus proche rendez-vous de l'info, c'est à 18h, une présentation de Nyanya Aliou Traoré. Merci d'avoir été des nôtres et merci de nous suivre où que vous soyez. Bon appétit à tous.